Voilà, je pense qu'il y a de la place aussi un petit peu ici, devant. Voilà, bienvenue donc ici à l'Hôtel du Louvre. Vous avez remarqué, il fait une température bien plus agréable qu'à l'extérieur. On est très bien installé et vous serez particulièrement bien installé tout à l'heure pendant le cocktail qui se déroule juste au-dessus. Vous allez voir, l'endroit est absolument magnifique avec une vue sur la Comédie Française. Enfin voilà, tout ça a été parfaitement concocté par 3 acteurs clés de ce milieu de la santé au travail qui se sont retrouvés un jour et qui ont discuté. Et c'est un peu l'histoire de ce qui se passe ce soir et qui se sont dit: il faut qu'on fasse quelque chose sur la médecine du travail de demain. 3 acteurs clés que vous connaissez, parce que je sais que vous vous connaissez quasiment toutes et tous ici. Val Solutions, pionnier des logiciels de prévention et de santé au travail, inter-entreprise, entreprise et fonction publique, qui couvre aujourd'hui plus de 12 millions de salariés en France. LHH Recruitment Solutions, issu du groupe Adecco, là aussi vous les connaissez, cabinet spécialisé dans le recrutement des cadres, des dirigeants et des médecins. LHH, dans sa partie médicale, si je puis dire, est connue, ou était connue, vous le saviez aussi, depuis une vingtaine d'années, sous le nom historique de RH Santé. Et puis il y a Adecco Médical, spécialiste du recrutement dans le monde de la santé depuis 55 ans quand même, qui possède aujourd'hui des agents spécialisés, entre autres, dans le secteur de la santé au travail, un peu partout en France. Et puis notre plateau, qu'on peut accueillir, on peut les accueillir, les applaudir, parce que ils sont là, on va vous les présenter tout de suite. Alors les questions évidemment, c'est quelle médecine du travail pour demain, comment doit évoluer finalement le rôle du médecin du travail, comment il pourrait évoluer, comment il devrait évoluer. Alors, vous me direz si c'est devrait ou pourrait, évidemment. Quelles sont les pistes, les besoins, les outils à utiliser. Je sais que c'est des questions que vous vous posez sans doute toutes et tous. Finalement, le rôle, la position du médecin du travail dans la société telle qu'elle évolue, ça aussi c'est une question qu'on va vous poser, parce que évidemment les sociétés évoluent énormément, les technologies bien sûr évoluent, l'intelligence artificielle, digitalisation, dématérialisation, interconnexion des acteurs pluridisciplinaires, etc., etc. Ça fait partie de l'évolution de ce métier. Et puis il y a une, je ne sais pas si on peut parler de crise de vocation. En tout cas, il y a des chiffres qui montrent que c'est pas à vous que je vais apprendre ça. C'est pas forcément la spécialité qui attire le plus les jeunes. On a un jeune avec nous ce soir. Enfin, je ne vais pas vexer les autres non plus. Mais rassurez-vous, je vous mets dans la même catégorie que vous ce soir. Donc il n'y a aucun problème. Comment on attire ces jeunes et comment on suscite, on rend ce métier en fait un peu plus attractif, peut-être en travaillant sur la formation. Voilà, c'est ces questions entre autres qu'on va poser donc à nos invités, à vos invités que vous connaissez pour certains, mais que je vais vous représenter quand même. Marie-Pierre Pirlot, bonsoir. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir tout le monde. Avec vous êtes celle qui a le cursus un peu le moins classique, on va dire, parce qu'au départ vous n'êtes pas médecin, vous êtes ingénieur en génie civil. On m'a dit en Belgique, mais enfin bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Mais quand même. Voilà, mais je le dis quand même. Ensuite, donc, vous avez été ingénieur en biomécanique au CHU de Strasbourg, au centre de traumatologie. Et puis un jour, à 27 ans, vous entamez des études de médecine. Et vous devenez médecin du travail après ces études, à la fin de ces études. Médecin du travail, donc vous avez travaillé 25 ans au service en service inter-entreprise en Alsace. Vous avez terminé votre mission en Alsace par un poste de coordinatrice médicale du service. Et ensuite, et c'est le poste que vous occupez aujourd'hui, médecin coordinateur chez Orange avec France et international. Et vous animez aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire de plus de 150 personnes. 160 même, m'a-t-on dit ? 174. 174. Et vous dites, finalement, la mission historique du médecin du travail, elle est toujours d'actualité. Il faut, en substance, il faut juste se caler sur l'évolution de la société et des entreprises. Donc je réagis maintenant. Non, mais on est d'accord. Oui. Alors oui, brièvement, comme vous l'avez demandé. Pourquoi elle est toujours d'actualité ? Parce que dans éviter toute altération de la santé, il y a les 2 mots principaux. Éviter, prévention, et la question de la santé du fait du travail. Donc les 3 mots principaux y sont. Pourquoi elle doit évoluer dans la façon d'arriver à remplir cette mission ? Parce qu'il faut poursuivre
l'équilibre respectif des deux grands piliers de la médecine du travail que sont le suivi individuel, qui était la grosse montagne qu'on connaissait tout au début, il y a près de 80 ans, et ce qu'on appelle de façon très globale les actions en milieu de travail, quelle que soit leur façon de les réaliser, dans un équilibre qui a tendance à se stabiliser pour moitié-moitié. Et c'est ce qui fait la spécificité de la médecine du travail, c'est la complémentarité de ces deux aspects, la lecture transversale qu'on peut faire du suivi individuel des équipes qu'on suit, adossée à la connaissance du milieu de travail, l'un alimentant l'autre. Et je pense qu'il faut poursuivre également l'ouverture qui a été posée par les dernières évolutions réglementaires dans l'articulation avec la médecine générale et les questions de santé publique. Alors on y reviendra évidemment en détail dans quelques instants. Thierry, bonjour. Vous êtes... Bonjour. Ouais, ok. Vous avez compris le truc ou pas? Non, okay. Bonjour à toutes et à tous. On lui fait à peu près... J'ai l'habitude. Ouais, 15 fois par jour. Médecin du travail, addictologue au CHU de Nîmes depuis 2017. Alors interne en Ile-de-France, vous avez été pendant 3 ans responsable de la com d'une association. Et d'ailleurs, vous prenez une nouvelle casquette. Là, vous avez pris une nouvelle casquette au sein d'une association, je crois. Alors laquelle exactement? Je sais pas, c'est la vôtre. Parce que je suis dans beaucoup d'associations en fait. Ouais, bon, bref, vous êtes très impliqué dans la communication, on va y revenir, très engagé évidemment sur la question de l'attractivité de la santé au travail. Vous avez une chaîne YouTube. Alors vous la connaissez, sa chaîne YouTube ou pas? Ouais, tout le monde? Vous pouvez dire non. Hein. Ouais. Ça s'appelle Prévent Stuff. Comme ça qu'on dit? Tout à fait. Prévent Stuff. Et c'est des films d'animation que vous faites. Vous avez développé d'ailleurs pendant le Covid, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez un peu plus de temps, donc vous en avez fait pas mal pendant le Covid. Oui, c'est ça, c'était un virage. Pendant le Covid, on avait moins de vie sociale, un peu tous. On a passé un peu plus de temps chez soi, dans des cocons. Et mon cocon, c'était mon grenier pour faire des films. Ouais, en tout cas, vous êtes le communicant, le jeune et le communicant de cette soirée. Et vous dites, le truc le plus intelligent qu'on m'a appris pendant mes études, c'est une phrase que tout le monde connaît. Mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, je pense que ça fait sens quand on a la vocation de faire de la santé au travail son cœur de métier. Mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'on en est probablement tous intimement convaincus ici dans cette salle, sinon vous ne seriez probablement pas là. Mais par contre, le problème, c'est comment le communiquer et comment le communiquer aux futurs confrères et aux jeunes médecins. Parce que comme vous l'avez dit en introduction, la santé au travail reste malheureusement une des spécialités les moins bien choisies. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des enjeux de communication qui sont colossaux pour pouvoir renverser la balance, parce qu'on a une spécialité qui est extrêmement sous-cotée. Et avec les enjeux de prévention demain, on a tout intérêt, tous ensemble, à communiquer sur nos métiers, sur nos savoir-faire, pour pouvoir être plus nombreux pour soigner des salariés et les accompagner et prévenir les maladies professionnelles, les accidents du travail, etc. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Sébastien Leroy, bonjour et bienvenue. Bonsoir. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez donc médecin du travail, vous avez exercé pendant plusieurs années en tant que médecin du travail, d'abord chez Safran, puis chez Sanofi, où vous avez pris un rôle de médecin coordinateur santé au travail pour le groupe pendant près de 10 ans. Et puis aujourd'hui, vous êtes médecin coordinateur Monde et France chez Renault Group. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains de vos collègues qui sont avec nous ce soir. Vous développez la politique santé et vous animez un réseau dynamique de professionnels de la santé au travail. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cette soirée, vous m'avez dit, moi, ce qui me passionne, c'est d'accompagner mes confrères, mes consoeurs vers la médecine du travail de demain. Et c'est vrai, quand je l'ai relu, j'ai trouvé ça très beau. Je dois le dire. Vous l'avez vraiment dit. C'est vrai, on évoquait la vocation. Je n'avais pas la vocation de devenir médecin du travail. Je voulais être pilote de ligne, comme tout le monde. J'ai pris finalement la fac, c'était plus simple. Je suis devenu médecin et finalement médecin du travail. Parce qu'à l'époque, je passais l'internat, je voulais rester à Paris. Il y avait plein de choses qui faisaient en sorte que la médecine du travail était un choix. Et c'est intéressant, puisque à l'époque, j'ai demandé à un interne qui était une promo au-dessus de moi, qui était déjà interne en médecine du travail, ce qui le passionnait. Il a réussi à me convaincre à cette époque-là. Et j'ai dit, OK, je tente.
Et donc là, 15, 20 ans plus tard, je le retrouve, il travaille chez Renault, et on va avancer ensemble pour construire la médecine du travail de demain. Bon, en tout cas, évidemment, on va y revenir dans un instant. Comment on fait évoluer tout ça, s'il faut faire évoluer les choses et comment ça peut se dérouler. Philippe Casanova, docteur Philippe Casanova, vous êtes, pardon, j'ai pas mis le titre devant tout le monde, mais voilà, c'est bon, voilà. Vous avez été médecin du travail dans de grands groupes internationaux, Total, Areva, Thales. Pour une organisation européenne également, la Banque européenne d'investissement, la BEI, des hôpitaux, le CHU de Martinique et la PHP, mais aussi vous avez été médecin inspecteur du travail, médecin légiste, ça c'est tout, vous êtes toujours médecin légiste, et vous êtes expert judiciaire et médecin agréé pour l'administration, et vous dites, est-ce que j'ai bien retenu les choses, il faudrait améliorer ce modèle, donc le modèle existant, parce que grosso modo, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 1946. Est-ce que... le grosso modo, c'était vous, hein? Vous l'avez dit comme ça. Hein? Oui, mais grosso modo, je pense. C'est-à-dire que, effectivement, la médecine du travail, elle a été posée en 1946 en France. Enfin, de toute façon, il y avait quelque chose avant, mais en 1946, on a vraiment posé les choses, et notamment cette affaire d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et puis, il y a deux choses qui ont un peu évolué depuis 1946. C'est en 1979 la création de l'action sur le lieu de travail, qu'on appelait à l'époque le tiers-temps. Et puis, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la médecine du travail s'appelle médecine du travail parce que, je vais un peu blasphémer là, on soigne le travail. Pourquoi on soigne le travail? Parce que c'est en soignant le travail qu'indirectement, on améliore la santé des gens. C'est pour ça que ça s'appelle médecine du travail. Et puis, en 2012, la loi de modernisation sociale qui a ouvert un peu plus l'action des infirmières en santé au travail. Et là, on commence à rentrer dans un peu plus de pluridisciplinarité. Mais globalement, l'esprit de la loi de 1946, c'est toujours le même. La législation n'a pas tant évolué que ça. En fait, on a mis des rustines. Alors, le problème, c'est que le droit, d'une manière générale, évolue à la vitesse de la société. Le droit est toujours en retard par rapport à la société. Et je crois qu'aujourd'hui... Alors c'est ma position personnelle, hein, donc il n'engage que moi, en homme libre, il faut qu'on avance plus vite que ça, quoi. Voilà. Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce qu'il faut qu'on avance plus vite que ça? Est-ce que ça n'a vraiment pas beaucoup évolué? En tout cas, voilà, je vous pose la question à tous les trois. Alors moi, je rejoins Philippe. Ça a évolué dans la façon de faire en rééquilibrant un peu les balances, mais l'esprit de départ est toujours le même. Maintenant, il faut ou changer complètement de braquet et de modèle, parce qu'on est arrivé un peu au bout de l'évolution de ce modèle-là. La réforme d'août 2021, on en parle ou pas? Non, on peut en parler, mais okay. Enfin, ça n'a pas bouleversé les choses. En tout cas, pas de mon point de vue. C'est encore lent. Si, on en parle. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de bouleversement. Et on l'a vu, c'est quelques phrases dans les textes. Mais elle inscrit quand même un grand changement qui est l'arrivée de la prévention, l'ouverture vers la santé publique, oui, qui est quand même énorme. Moi, quand j'ai commencé la médecine du travail, le médecin inspecteur m'a dit vous faites de la santé au travail, non, vous faites de la médecine du travail d'abord, et surtout pas de santé publique. Ce qu'on a tous fait depuis toujours, mais c'était sous le manteau. Là, c'est maintenant ouvert et je trouve que ça ouvre un champ des possibles qui est non négligeable puisque notre métier est très codifié et que maintenant c'est inscrit dans le code. Il y a une évolution qui est particulièrement intéressante dont on attend encore les décrets d'application, c'est sur la question de la prescription des médecins du travail et de la possibilité de réaliser éventuellement des arrêts de travail ou de les prolonger. J'avoue que moi, j'attends les expériences sur le sujet. Je suis moins enthousiaste que Thierry sur le sujet. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important parce que je pense que c'est la problématique de la prescription, je pense que c'est un levier d'attractivité potentiel sur nos métiers. Très important. Même si je suis le premier à dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de prescrire quand on est médecin du travail, quand on fait de la prévention. Néanmoins, je pense qu'on a besoin de symboles forts. Et aujourd'hui, on est la seule spécialité avec ce type de restriction, avec une restriction inscrite dans la loi.
Alors là-dessus, moi, je vais revenir sur l'histoire, parce qu'effectivement, le médecin du travail, il s'est censuré pendant des années. C'est-à-dire en 1946, quand on a commencé à faire de la médecine d'entreprise et à mettre des médecins dans les entreprises, le Conseil de l'ordre et les médecins libéraux ont hurlé en disant ces gens-là, ils vont nous piquer la clientèle. Donc ils ont systématiquement attaqué tous les médecins du travail en justice pour détournement de clientèle, à chaque fois qu'il y avait un médecin qui prescrivait quelque chose. Et depuis, on est resté dans cette espèce de censure, alors qui s'est atténuée parce que maintenant les généralistes sont tellement débordés qu'il n'y a plus aucun généraliste qui va aller attaquer un médecin du travail pour détournement. Ce serait curieux. Voilà, ce serait bizarre, mais encore une fois, c'est l'esprit de 46. Du moins, c'est les mauvais côtés de l'esprit de 46. Il n'y a pas de raison que le médecin du travail ne prescrive pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il va prescrire n'importe quoi et qu'il va prendre il va se mettre à la place du généraliste parce que ce n'est pas son travail. Voilà. Et les textes là-dessus, donc il n'y a pas de texte qui interdisent aux médecins du travail de prescrire. Il y a simplement le Conseil de l'ordre, qui est quand même un chouïa conservateur. Le Conseil de l'ordre, c'est quand même été créé en 1941 par Pétain pour éliminer un certain nombre de juifs, médecins, etc. Bon, donc c'est quand même, il y a une histoire dans le Conseil de l'ordre. Mais et le Conseil de l'ordre défend les libéraux puisque c'est quand même la grosse majorité de ses adhérents. Et aujourd'hui, le Conseil de l'ordre se positionne justement sur la prescription uniquement sur le caractère d'urgence pour pouvoir dire vous ne pouvez pas prescrire dans n'importe quelle autre situation. Oui, ce qui est confirmé par le Code qui dit que le médecin du travail, sauf urgence, effectivement, ne pratique pas de médecine... de soins, mais de médecine de prévention. Et on prescrit de plus en plus dans le cadre de la prévention. Je voudrais vous faire réagir sur un sondage. Alors, c'est un sondage OpinionWay qui date de 2021. C'est un extrait de ce sondage qui dit que 73% des chefs d'entreprise considèrent la médecine du travail comme essentielle pour la prévention des risques et la protection de la santé des salariés, mais que les mêmes, à 53%, la trouvent inadaptée à la réalité de la vie en entreprise. Je vous donne la parole à vous, Marie-Pierre Pirlot, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous fait réagir, enfin les autres aussi, hein, évidemment. Alors, je suis toujours interrogative quand on me donne ce genre de réflexion. 73% des chefs d'entreprise pensent que... 2 sur 3, quoi. C'est un sondage. Oui, oui, c'est un sondage. Donc, c'est une opinion personnelle. Ça ne veut pas dire que la médecine du travail n'est pas adaptée. Ils la considèrent comme non adaptée. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison et que dans la façon de décliner cette noble mission d'origine, il y a des façons de faire et de dialoguer avec l'entreprise qui ne sont pas au point. Je pense que ça vient notamment du fait que nous, alors moi je suis la plus vieille, donc certainement moi plus que toi, on a été formés à faire de la pathologie professionnelle et pas de la santé au travail. Et que donc dans la façon, et ça rejoint peut-être la frustration dont tu parlais par rapport à la prescription, c'est qu'on a été formés pour quelque chose qui n'est qu'une toute petite part et qui est la conséquence des questions de santé au travail pour lesquelles je trouve qu'encore aujourd'hui notre formation est très... Donc oui, je les rejoins sur le fait que les médecins du travail ne sont sans doute pas les meilleurs interlocuteurs pour aborder les questions d'organisation du travail et de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Alors, pour rebondir là-dessus, parce que quand j'étais interne, j'avais un de mes profs qui me disait mais la médecine du travail, elle n'est pas pluridisciplinaire, elle est monodisciplinaire. Et il a raison. C'est-à-dire que le médecin du travail, c'est quelqu'un qui est capable d'aller rechercher les impacts du travail sur la santé. Et notre boulot, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est en même temps ergonome, sociologue, philosophe, spécialiste en ingénierie, en ventilation, en radioprotection, etc. Voilà. Le médecin du travail, il peut dialoguer avec les autres. Et dans l'histoire de ce que je disais tout à l'heure, qui est d'aller soigner le travail, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on commence à avoir des effets délétères ou à repérer des effets délétères du travail sur la santé, c'est là qu'il faut mettre la prévention rapidement en place. Et bien entendu, on ne peut pas la mettre tout seul.
C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une étude d'organisation du travail tout seul. Il y a des spécialistes de l'organisation du travail et des sociologues dont c'est le boulot, et il faut travailler avec eux. Donc en fait, si on parle l'avenir de la médecine du travail, c'est d'aller dans les entreprises pour voir ce qui ne va pas et ce qui est capable d'altérer la santé du travailleur et de modifier. Et c'est là-dessus que se fait la prévention. Or, souvent en France, parce que la médecine du travail est issue de la médecine légale, donc on est dans la réparation et on est en permanence sur un sujet qui est, bon alors comment on va faire ? Alors on va faire du dépistage, donc on va faire des visites pour faire ce dépistage, et puis derrière on va faire de la réparation, c'est un accident du travail, c'est une maladie professionnelle, etc. En fait, il faut aller dans l'entreprise et il faut modifier le travail. Donc il faut comprendre le travail pour le transformer. Ouais, alors on va revenir dans un instant sur, en gros, comment on fait évoluer tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire. Et évidemment, sur cette notion de prévention, il faut repartir de la base, hein, évidemment. Alors, bon, je vous ai donné ça, c'était pour vous, là, pour vous faire un peu réagir. Deux autres points, moi, qui m'ont un peu interpellé quand j'ai préparé cette soirée. Le fait que j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, et moi je suis ni médecin et ni spécialiste de la santé au travail, mais qu'il y a en gros, et je vais être peut-être caricatural, mais une santé au travail qui fonctionne dans les grosses boîtes, et puis une santé au travail qui fonctionne moins bien dans les TPE, PME, quoi. Est-ce que je dis une grosse bêtise ou Alors, je ne suis pas sûr de ça. Est-ce que je vais sortir vivant de cette salle ou pas? Non, c'est ça la question. C'est très caricatural. C'est-à-dire que quand même... Voilà. Vous savez, je suis journaliste et conseiller journaliste. Ouais. Non, mais ça fait parler, voilà, c'est l'intérêt. Alors, il faut voir quand même que les services interentreprises, c'est quand même 90% des salariés qui sont suivis par les services interentreprises. Donc, le service interentreprise, les médecins du travail, au quotidien, ils prennent en charge des gens dans des conditions difficiles parce que, précisément, ils sont éloignés de l'entreprise. Donc, il faut aller sur le terrain, il faut sortir de son service, etc. En autonome, on est dans l'entreprise. C'est ce qui fait la différence. Voilà, ça fait la différence. Il y a une proximité. Donc en termes de modification, et puis on connaît la hiérarchie. Le médecin du service inter, eh ben, il faut qu'il sorte, qu'il rencontre la hiérarchie, qu'il voit les postes. Il fait le travail. Hein. Mais ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de rendre ça, encore une fois, j'ai fait exprès, hein, s'il vous plaît, laissez-moi partir quand ça sera terminé. Non, très sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'avoir quand même l'objectif que ça fonctionne aussi bien? Vous parliez de votre expérience à vous en Alsace. Et j'ai deux anciens collègues et c'était une force qu'on avait effectivement, enfin c'est un peu la force de l'Alsace pour les services interentreprises, c'est qu'effectivement on a en services interentreprises un nombre d'entreprises et donc de salariés à suivre qui est très important. D'univers extrêmement différents. Il se fait qu'en Alsace, les entreprises doivent adhérer à leurs organisations professionnelles. Et donc, on a travaillé avec les organisations professionnelles. Je pense par exemple, Catherine, tu t'en souviens sans doute de la COPMA, la Corporation des métiers de l'automobile, où on intervenait dans les assemblées de la COPMA. Et là, ça marche, vous touchez tout le monde. Et du coup, là, ça marchait parce qu'on avait un canal de dialogue avec les petites entreprises et c'était à la fois beaucoup plus efficace et beaucoup plus satisfaisant des deux côtés. Et donc, il y a sans doute à imaginer dans d'autres régions quelque chose, un modèle peut-être différent qui permettrait de travailler beaucoup plus par branche professionnelle. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, les services interentreprises, c'est très artisanal. C'est-à-dire, le médecin, il a son secteur, et puis d'un secteur à l'autre, les choses sont différentes parce que le médecin est différent, parce que les moyens sont différents. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup fréquenté les médecins de services inter. C'est des gens qui sont très investis dans ce qu'ils font. Hein. Non, mais il n'y avait pas. Alors là, mais ils travaillent dans des conditions très difficiles. La difficulté qu'on évoquait, c'est qu'ils sont plus difficilement dans l'entreprise. Et ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est la possibilité du colloque singulier à travers les services interentreprises et pas la discussion avec les responsables qui font les transformations. L'avenir, si on veut parler un peu d'avenir de santé au travail ce soir, c'est aussi là. C'est-à-dire que c'est ceux qui font les changements qui doivent avoir en tête ce qu'il faut mettre en place pour évaluer les impacts de leur transformation. Et là, les médecins du travail, et je pense que c'est un axe de formation, c'est de s'appuyer sur cette connaissance de la pathologie qu'on évoquait pour pouvoir dire, on sait aujourd'hui que ce type
de transformation, ce type d'organisation sont à risque pour vos collaborateurs, et donc il faut faire différemment. Et je pense que ça, on n'est pas assez formé à la fac et pendant l'internat de santé au travail. Et d'ailleurs, vous parliez des évolutions réglementaires de la loi d'août 2021. Il y a quand même quelque chose qui est apparu et qui était beaucoup moins explicite avant, c'est dans la loi l'accompagnement du déploiement des réorganisations importantes. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une avancée. Ça, c'est une avancée, je trouve, importante dans la formalisation des missions. On en a évoqué déjà quelques-unes de ces pistes d'évolution depuis le début, mais je voudrais qu'on se concentre vraiment là-dessus parce qu'on est à peu près à la moitié, puis après on vous donnera la parole parce que je suis sûr qu'il y a des questions ou des réactions. Finalement, la prévention, c'est le point de départ et c'est là-dessus qu'il faut retravailler et peut-être redéfinir un peu cette notion de prévention. C'est quoi faire de la prévention au travail en 2023, quoi, non ? Et même en 2024, en 2025. Oui, bien sûr, mais comme on parle de 2023... Non, mais bien sûr, mais en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, le cœur du métier, ça reste éviter l'altération de la santé du fait du travail, et la loi de 46 donne une super dynamique dessus. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour faire peut-être mieux de la prévention ? C'est s'intéresser aux organisations du travail, s'intéresser sur l'ergonomie de conception avec des équipes pluries, avec des ergonomes, parce que une des problématiques, c'est la problématique du pompier. Je pense qu'on doit tous un peu avoir ça en tête, c'est-à-dire on est face à des situations et on éteint des incendies à droite, à gauche, etc. Alors que encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir, des prises en charge en amont avec les bons acteurs autour de la table au bon moment peuvent éviter des catastrophes et éviter l'apparition de troubles, de maladies auprès des salariés. Et moi, c'est quelque chose que je pense qui est très important et tout à fait d'accord avec toi sur cette évolution. C'est la place que pourra prendre le médecin du travail sur ces réorganisations d'entreprise. Le cœur du réacteur, il est sur comment est-ce que le management est fait, c'est quoi le travail réel au final. Tout ça je pense qu'il faut s'intéresser au cœur du métier, quoi. Et l'utilisation des données. En 2023, je pense que la définition de la prévention, c'est très simple. Vous téléchargez ChatGPT, vous demandez, et il va vous dire ce que c'est que la prévention. C'est intéressant de lui poser la question, d'ailleurs. Et probablement que ce sera très, très pertinent. Demain, c'est comment on intègre cette intelligence artificielle à nos outils, je me tourne vers vous, à nos outils de travail pour pouvoir effectivement pallier au manque de temps médical, pour pouvoir accompagner les entreprises avec la connaissance, et je crois vraiment à l'utilisation de cette intelligence artificielle pour aider les professionnels sur ces sujets. Parce que c'est le mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est comme ça qu'on apprend les choses à la fac, justement, avoir cet esprit de synthèse. Les médecins du travail ont une vision assez panoramique de ce qui peut être la vie en entreprise, ce qui peut être les problèmes de santé en entreprise, ce qui peuvent être les problèmes d'organisation. Et donc, il faut pouvoir les aider à gagner du temps médical pour accompagner les entreprises, que ce soit en autonome ou en interentreprise d'ailleurs. Ça, c'est un vrai job, du coup, de vouloir utiliser davantage ou tout court l'intelligence artificielle pour vous aider à travailler, la data, etc. etc. D'ailleurs, il y a des gens qui font ce métier-là, il y en a dans la salle. C'est un vrai job et voilà, on n'y est pas encore tout à fait quand même. Il y a on parle d'avenir. On parle d'avenir. Oui, on parle d'avenir. Je suis d'accord, mais on n'y est pas. On n'y est pas encore et qu'il va falloir vraiment travailler, mettre ça en place. Enfin, voilà, vous avez peut-être une idée là-dessus. Oui, alors on n'y est pas encore, mais on n'est pas très loin. La médecine du travail, c'est une discipline médicale qui a une part individuelle, clinique, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le médecin du travail, il va évaluer l'impact du travail sur la santé, mais c'est aussi une discipline de santé publique. Et donc, si on veut faire de la prévention un peu plus à grande échelle, aujourd'hui, on a des bases de données partout.
donne un exemple que connaissent bien les médecins du travail, la matrice emploi-exposition. Alors c'est très joli, c'est un beau modèle, c'est vachement intéressant parce que ça permet de comprendre ce qui se passe. La difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à la faire parce qu'on n'a pas le temps. Donc si vous avez une intelligence artificielle qui est capable d'aller chercher dans les données qui existent et de dire pour telle entreprise, voilà la matrice emploi-exposition de cette entreprise, et ChatGPT, il peut faire ça. Alors, c'est demain, mais c'est quasi maintenant. Ça pourrait être maintenant. Donc, vous ne pouvez pas faire de la prévention si vous n'avez pas une visibilité des problématiques. C'est comme suivre une épidémie, vous ne connaissez pas le nombre de malades, quoi. Voilà. On rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la question des indicateurs et de l'utilisation des indicateurs en santé au travail, parce que faire de la prévention sur des sujets qu'on n'a pas objectivés vis-à-vis d'une entreprise qui ne parle pas un langage qui est forcément le nôtre, enfin, moi je pense que la question des indicateurs, c'est vraiment une question à travailler qui fera à la fois avancer l'attractivité du métier, je pense, parce que ça donne un aspect un peu sérieux, quoi, et puis c'est un outil de dialogue avec les entreprises qui permet aussi de prioriser les actions vers lesquelles on va et de mesurer les effets et la plus-value d'un service de santé au travail ou d'un médecin du travail dans les actions mises en œuvre. C'est encore un pas en avant de la réforme de 2021. L'entrée de la digitalisation obligatoire des interactions, c'est les prémices de ce que tu décris. Et de pouvoir aller chercher ces informations, encore une fois, à travers nos outils informatiques, et de pouvoir en produire des données et de l'information pour la prévention en entreprise. Moi, je donne un exemple comme expert. Donc, je suis expert en matière de sécurité sociale. La sécurité sociale a un logiciel qui permet de savoir exactement toute votre vie médicale. C'est-à-dire que quand on a une expertise de sécu, le logiciel nous ressort que vous avez acheté une boîte de paracétamol tel jour, etc. Donc, on a tout le suivi. Ça, par exemple, quelqu'un qui dit on a un problème de douleur. Alors, je voudrais une indemnisation parce que j'ai mal. D'accord. Bon. On est capable de retracer qu'est-ce qu'il prend comme antidouleur, à quelle fréquence, combien il en achète, etc. Donc, si vous mettez de l'intelligence artificielle là-dedans, ça vous permet au bout d'un moment d'avoir un vrai plan d'action en termes de santé publique. Et en plus, ça vous permet aussi de voir, donc à partir des indicateurs, vous mettez en place un plan d'action, et votre plan d'action, vous évaluez ses effets. Parce que, si vous voulez, il y a une étape majeure en santé publique, c'est d'évaluer les effets de ce qu'on met en place. Or ça, en général, on ne le fait pas. Je caricature avec l'éducation nationale, qui chaque année fait des réformes et n'évalue quasiment jamais l'impact de ces réformes. Et donc le nouveau ministre en fait une autre. C'est pareil. Bon, l'épidémiologie moléculaire, donc en fait l'intelligence artificielle, elle permettrait d'avoir ça. Et de savoir et là, on fait de la prévention de façon très scientifique. Le fait d'avoir un dossier médical partagé, ce vers quoi on va, ça va sans doute, plus de l'intelligence artificielle, évoluer vers une vraie exploitation des indicateurs. C'est vrai que ce serait fantastique de pouvoir, comme ça, récupérer les prescriptions médicamenteuses dentalgiques dans les populations qu'on suit. Peut-être pour avoir des warnings sur des clusters de professionnels et pouvoir justement avoir envie de plus mettre le nez sur des situations de travail problématiques. Oui, par exemple, la prévention des addictions. Enfin, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de cadres qui ont une consommation de médicaments. Voilà, on a un problème avec le tramadol, par exemple, qui est un antalgique assez puissant. Oui, c'est fort, ça. Oui, c'est fort. Et en fait, c'est un antalgique qui fabrique un métabolite qui agit, mais qui peut, en fonction de la génétique des gens, qui agit avec un différentiel de 200 fois. Donc vous avez des gens qui sont très, très accros au tramadol, parce qu'ils ont les bons récepteurs, et d'autres beaucoup moins. Donc et le tramadol, je crois, en France, c'est 6 millions de personnes prennent du tramadol. Ce qui n'a aucun sens. Donc, si en entreprise, on savait exactement, on avait ce genre d'information, enfin en médecine du travail, même pas en entreprise, en médecine du travail, qu'on ait ce genre d'information, ben on peut faire un repérage pratique de l'utilisation du tramadol dans la population.
ou peut-être de comprendre aussi pourquoi ça fonctionne bien. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi ça fonctionne, enfin pourquoi il y a autant de gens qui prennent ce médicament dans telle boîte. Voilà. Parce que l'intelligence artificielle va le corréler avec d'autres risques. Et dire, quand on a tel et tel type de risque, eh ben, l'augmentation du tramadol, voilà. Donc on arrive à suivre ça comme ça. Ça, c'est l'avenir de la médecine du travail, je pense. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, enfin j'imagine que vous allez me répondre oui, mais valoriser encore plus cette place de médecin coordinateur, le médecin manager, d'équipes pluridisciplinaires, etc. etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est assez marqué finalement aujourd'hui, est-ce qui est assez important dans l'esprit de celles et ceux qui forment les médecins du travail de demain? La loi, elle dit le médecin du travail anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire. Bon, enfin, en tout cas, dans les services à l'entreprise, puisque dans les autonomes, les choses sont un petit peu différentes. Mais pour animer et coordonner l'équipe pluridisciplinaire, il faut avoir fait une formation de management. Aujourd'hui, les facs, elles ne font pas de formation de management. Le management, on l'apprend après. Sur le terrain. Sur le terrain. C'est quoi, voilà. Combien d'heures vous m'avez dit que vous avez été... Enfin, management, rien du tout. À la fac de médecine, zéro. À la fac de médecine, zéro. Médecine du travail, santé au travail. Alors après, des notions basiques, mais après, rien de... Alors, la FOMETRE, qui est l'organisme de formation un peu classique pour les médecins du travail, a développé récemment une formation médecin-manager. Et on peut acter ensemble que quand même les médecins... Enfin, commencez par moi, on n'est pas des managers nés. C'est pas... Personne, il y a des managers nés, mais je veux dire... C'est un métier. On est élevé de façon très, très individuelle, il me semble. Mais pour revenir sur l'histoire de la coordination de l'équipe pluridisciplinaire, moi, je peux faire part de l'expérience que j'ai en tant que médecin coordonnateur. J'ai 5 psychologues du travail qui agissent sur l'ensemble du territoire français, qui sont référents par bassin d'emploi, mais qui me sont rattachés. Et ce rattachement direct à un médecin, il se fait que chez nous c'est le médecin coordonnateur, on a bataillé pour que ce soit comme ça et pour que ces personnels-là ne soient pas rattachés sur le terrain par crainte d'une utilisation dévoyée de leurs compétences et par crainte de voir difficile pour elles, il se fait que ce sont 5 jeunes femmes, de tenir leur position d'indépendance. Et vraiment, le rattachement au service de santé au travail de ce type de personnel, c'est une plus-value que je vais pas vraiment, enfin, dont je n'avais pas anticipé l'ampleur. Et ce n'est pas le cas pour les préventeurs. On a 250 préventeurs chez nous qui sont rattachés sur le terrain. Et on voit bien la difficulté qui est la leur pour tenir des positions d'indépendance professionnelle et de dialogue absolument, j'allais dire, objectif avec l'entreprise, parce ils n'appartiennent pas au service. Alors dans des grosses boîtes comme les nôtres, je ne connais pas la solution. Moi, je ne me vois pas manager 250 préventeurs. Mais l'expérience que j'ai du management direct des psychologues du travail, c'est vraiment un point très fort d'intérêt de leur action. C'est une force, le fait d'être médecin du travail, d'être encore salarié protégé, et donc d'avoir cette indépendance technique sur le sujet qui existe, l'indépendance professionnelle. C'est un devoir, d'abord. C'est un devoir déontologique, notre indépendance. Oui, mais de fait, le fait que ce soit un devoir, c'est pas quelque chose qui est écrit sur le front quand tu rentres dans l'entreprise. Et donc, c'est quand même bien que ce soit inscrit quelque part noir sur blanc, ouais. Parce que justement, c'est cette protection qui permet la discussion. Qui parfois, dans le cadre du lien de subordination, peut être rendu un peu flou. Donc, ce en quoi le Code du travail, en mettant le médecin du travail comme coordonnateur de ces missions, est une bonne chose. Après, l'interprétation sur le terrain est rendue difficile par la différence des entreprises, les différentes organisations et probablement le manque de formation au management et à la délégation. Donc,
Ça renvoie aujourd'hui à la montée en puissance de la délégation autour du personnel infirmier, demain des IPA. Et donc il y a un besoin d'accompagnement de la médecine du travail, des services de prévention et de santé au travail sur ce sujet. Ouais. C'est sûr parce que, comme tu l'as dit, quand on est médecin à la fac, on n'a pas de formation sur les questions du management et on retrouve ces problématiques à l'hôpital. Je le vois quand je vois des confrères en consultation, ils viennent parfois, on est content de les voir aussi. Et en fait, le management, c'est pas toujours inné. Il y en a mais je pense que ça peut s'accompagner. Et d'autant que avec ces positionnements sur des équipes probablement toujours plus grandes. Alors, on a eu le débat hier sur l'intégration des personnels IDE dans les équipes, mais aussi au-delà avec les préventeurs, etc. Ces questions de management, elles sont absolument indispensables et c'est parfait qu'il y ait des formations comme ça pour continuer à faire monter en compétence les médecins du travail, puisque plus le temps va passer, moins on sera nombreux, sauf si on arrive à renverser la balance de l'attractivité de la discipline. On y arrivera, mais ça prendra du temps. Donc on va vers de longues années avec peu de médecins et avec des équipes toujours plus grandes à manager. Donc ces questions, elles sont absolument essentielles pour l'avenir. Est-ce que la médecine du travail de demain, le médecin du travail de demain, ou celui que vous serez vous demain, il ne doit pas aussi mieux comprendre comment l'entreprise évolue, comment les entreprises évoluent? Enfin, je sais que vous êtes d'accord avec ça. C'est vous qui m'avez expliqué que vous avez des internes qui ont fait des formations complémentaires à Sciences Po. Ils n'étaient plus internes, elles étaient médecins du travail. J'en ai 2 qui ont fait effectivement une formation longue de 3 ans à Sciences Po en complément. Moi, j'ai vu un avant et un après. Dans la compréhension et dans la façon de poser les problématiques. Bon, après, à Sciences Po, c'est cette approche-là. C'est voilà. ce qu'ils font avec tous les domaines. Donc, oui, mais vraiment, du coup, elles le font très bien. C'est une vraie plus-value pour le reste du service parce qu'elles peuvent partager effectivement cette expérience et les analyses. Mais je pense qu'il y a une vraie clé de progrès sur cette compréhension globale de l'entreprise, sans vouloir maîtriser la totalité des spécialités, comme tu le disais très bien. Et puis sur la montée en puissance du management, oui, parce que je crois vraiment que le fait qu'on soit désigné comme l'animateur de l'équipe pluridisciplinaire, ça suppose des compétences beaucoup plus importantes en management. Oui, parce que alors en plus, une des missions majeures du médecin du travail, et qui alors pour le coup me semble avoir de l'avenir, c'est le maintien dans l'emploi. Le maintien dans l'emploi avec des populations qui sont vieillissantes. Enfin, il n'a échappé à personne que l'âge de la retraite a été reculé à 64 ans et que par conséquent, il va falloir travailler plus longtemps et qu'il va falloir adapter le travail parce qu'on ne va pas pouvoir adapter l'homme au travail. Bon. Et donc là, il y a un vrai point et on peut faire ça qu'en ayant des contacts avec les managers. Si je prends l'exemple de l'aménagement de poste ou l'exemple de l'inaptitude, à un moment donné, la loi, elle dit pour l'inaptitude, il faut qu'il y ait un échange entre le médecin du travail et l'employeur. Bon, par tout moyen. Mais l'échange, c'est pas coucou, bonjour, alors il va être inapte, voilà, alors il peut pas porter de charge comme ci, comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus et qu'on travaille sur l'échange qu'on peut avoir réellement avec l'employeur pour maintenir le salarié dans l'emploi. Parce que l'employeur et le manager, souvent, il est embêté, en disant oui, moi j'ai des contraintes, alors il faudrait faire ci, faire ça. Donc il faut aussi se mettre un peu à la place du manager pour l'aider à trouver des solutions. Parce que souvent, le manager, alors soit il dit, écoute, il est inapte, s'il est inapte, moi j'ai pas de poste. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas cocher la case en bas, là, où il n'y a pas de reclassement, parce que ça m'arrange, voilà. Bon, alors c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est un reclassement doit être trouvé. Et là-dessus, alors la Cour de cassation, elle a une jurisprudence considérable sur l'obligation de reclassement.
Mais c'est bien, hein, mais là encore, on est dans le côté un peu réparation et punitif. Ce qu'il faudrait, c'est voir comment on peut améliorer au mieux la possibilité pour les managers de trouver des reclassements. Et ça passe par un dialogue. Et ce dialogue, il ne peut se faire que si on comprend les besoins du manager. Donc avoir fait une formation de management soi-même, ça aide un peu à comprendre le positionnement du manager. Et c'est bien pour le salarié. Et encore une fois, ça s'appelle médecine du travail parce que là, on soigne le travail. Ouais, j'allais dire qu'on va d'aller au-delà du manager, parce qu'effectivement, si on se met à sa place, on se rend bien compte que les possibilités ne sont pas infinies sur une ligne, sur une chaîne, et que ça doit être réfléchi au niveau de l'entreprise et parfois aussi en dehors de l'entreprise. Et c'est vraiment l'objectif, là, je pense, de la loi de 2021, de développer ces systèmes-là, alors que c'est plutôt axé sur les services inter-entreprises, considérant que c'était bien fait dans les grosses entreprises, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui doit quand même être réinventé, parce que les petits postes, comme on pouvait les appeler auparavant, ou les postes légers, disparaissent petit à petit, et donc ces solutions ne se trouvent plus non plus dans ces grosses entreprises. Donc c'est un vrai sujet d'actualité. Là, c'est de l'avenir, mais très proche de cette question du maintien dans l'emploi. Et puis, il y a une dimension de formation là-dessus. Pour avoir travaillé à l'hôpital, un des drames de l'hôpital, c'est vous avez l'aide-soignante de 50 ans qui a une hernie discale, qui travaille de nuit dans un service de gériatrie, et au bout d'un moment, elle arrive chez vous et vous dites « Ah ouais, elle est inapte ». Bon. Et donc là commence la problématique du reclassement. Voilà. Alors, à l'hôpital, tout le monde ne peut pas être agent d'accueil, ne peut pas être administratif, etc. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie GPEC, donc une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur toute la carrière. Mais faire de la prévention, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de faire le constat qu'à 50 ans, elle ne pourra plus avoir ce poste. Si on veut la maintenir dans l'emploi, il faut qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans, on prévoit des voies possibles. Ça veut dire qu'il faut une coopération avec le DRH. Pour qu'on forme cette personne, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, qu'on les forme, et puis qu'il y ait une vraie GPEC. Et on l'informe. Il faut dire aux gens, vous rentrez aujourd'hui comme aide-soignante, voilà. Vous rentrez aujourd'hui comme aide-soignante, vous avez 20 ans, et bien dans 30 ans, il va falloir qu'on se pose la question. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se la poser dans 30 ans, il faut se la poser régulièrement et prévoir des voies de sortie, des carrières. Donc ça veut dire qu'il faut que la médecine du travail soit beaucoup plus intégrée dans l'organisation et avec le management. Tout récemment, en fonction publique hospitalière, il y a une évolution qui permet d'inclure des agents qui ont été reconnus inaptes à leur fonction sur des voies de parcours préparatoire au reclassement. Ce qui leur donne la possibilité d'avoir une formation payée par l'ANFH en particulier, qui est un organisme de formation des hôpitaux publics, dans le but de rebondir soit sur un métier à l'intérieur de l'hôpital, sur d'autres fonctions, soit éventuellement à l'extérieur de l'hôpital. Ça vient de se mettre en place, donc on est vraiment au tout début des choses. Alors c'est sûr que, là encore une fois, on est sur de l'extinction d'incendie, encore une fois. Et tout l'intérêt, ce serait, comme tu l'as dit, de revenir bien en amont de tout ça, parce que souvent ce sont des personnels qui arrivent avec des problèmes sociaux, des problèmes financiers, puisque quand les arrêts de travail durent un petit peu, on n'a plus les mêmes niveaux de rémunération, donc ils sont à demi-solde, parfois en disponibilité, ils cotisent plus pour la retraite, pas de bol, ça vient d'augmenter, ce sera encore plus long. Donc voilà, très gros enjeu aussi. C'est un peu l'objectif de la visite de mi-carrière, hein. C'est une petite graine dans le truc, mais on voit bien que c'est poser un jalon qui permet de préparer l'avenir, la deuxième partie de carrière. Alors, la thématique de cette soirée, de cet échange, c'est quelle médecine du travail pour demain. Pour qu'il y ait une médecine du travail, il faut qu'il y ait des médecins du travail. Et des Alors jeunes. oui, parce que je pense que c'est Michel Clairline qui est là, qui a dit un jour, Michel, ce qui est rare est cher, ce qui est trop rare disparaît. Donc effectivement, ça m'est resté, je ne sais. Ouais. Mais oui, si la spécialité devient trop rare,
elle va disparaître. Oui, mais il y a aussi un problème d'attractivité de la spécialité. Je veux dire, on a un jeune médecin du travail qui, pour le coup, lui, il a choisi. C'est pas par hasard. Vous aviez envie de faire ça. Moi, j'avais envie, et parce que j'ai rencontré quelqu'un pendant mon internat qui était interne. Qui était interne en santé au travail. Et dans les facteurs qui permettent de déterminer un choix de spécialité pour un futur médecin, le fait de rencontrer des pairs heureux et épanouis dans leur discipline, c'est fondamental. Et la problématique, c'est les stages. Il faut qu'il fasse du prosélytisme. Non, mais la problématique, c'est les stages à la fac quand on est externe. Quand on est externe, on va passer en cardio. On va avoir des cardiologues heureux. Cool, je vais faire cardio. On va aller en pneumo, on va avoir des pneumologues heureux. Cool, mais quand est-ce que des externes vont venir dans des services de santé au travail pour voir le réel de ce qu'on fait au quotidien? Quand est-ce qu'ils vont venir? Et ça c'est un vrai sujet, parce que je pense qu'il y a eu des expérimentations un peu partout en France, parfois avec succès, avec des externes qui ont basculé sur l'internat de santé au travail, mais il n'y a rien de systématique. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi, c'est de rentrer en contact avec les universitaires de sa région pour pouvoir pour pouvoir ouvrir en fait des stages pour les externes. Ça, c'est vraiment à la base. C'est à la base que ça se joue. En tout cas, c'est important quand même de susciter des vocations. Oui, moi je suis moins pessimiste que toi. J'ai peut-être rencontré, quand nous on était interne, Catherine, c'est la majeure de promotion qui a pris médecine du travail. Donc c'est vrai qu'on a aussi rencontré des exceptions. Mais c'est vrai que les rencontres sont pour beaucoup. Alors sur l'externat en médecine du travail, oui, ce serait certainement un atout supplémentaire. N'oublions pas que les externes sont surtout là pour faire le petit boulot à l'hôpital et que ça n'intéressera pas le gouvernement d'ouvrir des postes d'externes. Enfin, je pense qu'il y a aussi où est-ce qu'on met les gens là où on peut en récupérer un travail. L'externat n'est pas forcément vu comme un passage de formation obligé. C'est aussi un peu autre chose. En tout cas, moi, c'est ma vie d'externe. Mon expérience d'externe, c'était un peu ça. C'était pas que de la formation. Vous le faites, vous, Philippe Casanova, susciter des vocations, aller vendre un peu ce métier, quoi. On est en discussion avec les enseignants parisiens pour avoir effectivement, pour accueillir des externes dans le service. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas des stages d'externes comme on les a à l'hôpital, mais ils viennent 3 semaines et découverts, et on les fait tourner avec différents médecins pour essayer de voir un petit peu comment chacun fait. On les amène en entreprise, on leur montre. Donc je pense que c'est important de leur montrer, parce que sinon, moi, quand j'ai commencé médecine, je ne savais pas ce que c'était la médecine du travail. Un étudiant de première année, j'ai jamais rencontré un étudiant de première année vous dire « moi je voudrais faire médecine du travail ». Mais je ne sais pas ce que c'est. Pour être un peu mauvais esprit, mais je pense qu'on est à peu près les seuls à être intimement convaincus qu'on fait un métier formidable. C'est pour ça qu'on a un besoin de communication, parce qu'il y a énormément de savoir-faire en santé au travail, mais on manque de faire savoir. C'est un des enjeux majeurs là-dessus. Et alors c'est intéressant ce que tu disais, parce que du coup, c'est mis en place ou pas encore ? On est en train de le mettre en place. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a des freins vis-à-vis des universités ? Non. Bon, ça c'est cool. Non, parce que là, pour le coup, on est tombé sur un enseignant qui avait envie de le faire. Voilà. C'est à faire partout en France. Sébastien, sur comment on fait du prosélytisme, comment on attire des jeunes médecins dans ce milieu de la santé au travail. Parce qu'ici, il n'y a que des médecins du travail ou des gens qui sont convaincus. Qui sont convaincus, voilà. C'est en se rendant visible, je suis d'accord, en démarrant tôt, effectivement, pour pouvoir planter des graines, en ayant des stages. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que sur le territoire français, c'est
pas la même chose. On a des territoires où les ARS ne prennent pas en charge les internes, d'autres où c'est pris en charge. Moi, j'ai eu la chance, avec un de mes collègues ici présents, d'accueillir des dizaines d'internes. Et on voit qu'il y a un changement. C'est aussi ça, c'est que tous ces internes sont partis, alors que le stage était formidable, sont partis en service interentreprise. La liberté éventuellement d'exercice qui est proposée, le changement aussi de paradigme qui existe en médecine générale, l'implication, l'équilibre temps de vie professionnelle, temps personnel, qui est aussi un peu différent. Toutes ces choses-là sont des choses qui doivent être communiquées sur l'implication, sur le rôle, sur... tu disais, tout le monde, à part nous, c'est pas vrai. Les gens qui ont utilisé la médecine du travail et qui les ont aidés sont aussi des faire-valoir. C'est pour ça que j'ai dit que c'était en faisant du mauvais esprit. Il a dit qu'il était mauvais esprit. C'est caricature un peu. Tu l'avais orienté dès le début. Alors, on peut vous passer la parole tout de suite si vous avez des questions, parce que il y a déjà des questions et moi voilà, on a essayé de balayer pas mal de choses. Il y a un micro qui est ici, voilà, et c'est Fabien qui l'a. Voilà, mais il y a plein de questions, donc parfait, plein de réactions, questions. Bonjour, je suis Dr Ben Mehdi, un médecin du travail du coup jeune, un des promotions 2015-2014 est terminé en 2019. Je vous remercie déjà pour cet échange très très enrichissant et je voulais parler d'une préoccupation. Vous avez tourné autour de la santé mentale. Moi, j'arrivais un peu en retard, du coup, j'ai pas entendu parler et du coup, tout cet échange, je trouve qu'il s'oriente vers la santé mentale. Moi, je fais partie de la génération qui arrive avec les RPS. Donc, en médecine du travail, maintenant, on traite ce problème, j'allais dire, à 99%. Il y a des techniciens sur le terrain pour traiter d'autres sujets, d'autres risques professionnels, notamment physiques, chimiques. Et la santé mentale, le médecin du travail est au cœur de la problématique. Je voulais parler d'autre chose, mais voilà. On va déjà répondre à ça, parce qu'effectivement, c'est un vrai point. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail. Alors, on n'est pas rentré dans ce sujet, et c'est vrai que c'est, en tout cas... moi, je suis médecin coordonnateur chez Orange. On a un historique qui est connu de tous. Moi, je suis arrivée après la bataille, mais enfin, la question des risques psychosociaux et de la santé mentale se pose de façon importante, notamment parce que dans ce groupe, on avait historiquement beaucoup de fonctionnaires, alors pas qu'ils soient naturellement plus atteints que les autres, mais ce sont des personnes qui inscrivaient toute leur vie professionnelle au sein de la même entreprise. Et donc, il y avait et c'est un très grand groupe qui ne licencie personne. Et donc, on a des situations qui, naturellement, émergent, évoluent, et puis, ailleurs, dans une petite entreprise, la personne ne serait plus là. Donc, il y avait beaucoup de cas, et la question de la santé mentale se posait de façon assez importante, et surtout de leur maintien dans l'emploi. Et je pense que cette question-là, elle pose d'abord une question fondamentale en entreprise, qui est l'équilibre entre l'individu et le collectif qui l'accueille. Et d'autre part, la question se pose pour le médecin du travail avec une acuité différente de celle des risques physiques qu'on maîtrise plutôt bien et qu'on compense plutôt bien, enfin qu'on maîtrise et donc qu'on prévient plutôt bien. Tout ça pour vous dire que chez Orange, j'ai eu la chance de pouvoir embaucher un médecin psychiatre, qui n'est pas du tout le médecin psychiatre des salariés, mais qui est le médecin que le médecin du travail, que nos médecins du travail peut appeler pour avoir un échange sur dossier facilitant sa prise de décision. J'avais fait le constat que c'était, mais comme médecin du travail de terrain, qu'il était extrêmement facile d'avoir un avis de cardiologue, de rhumatologue, pour documenter les prises de décision, que les psychiatres répondaient de façon beaucoup moins aisée, beaucoup moins systématique. Donc ça, c'était une réponse. L'autre aspect des troubles mentaux, des troubles psychiques en entreprise, c'est que le constat qu'on avait fait, notamment avec le psychiatre, c'est que
les compensations sont difficiles à anticiper, ou les aménagements de poste sont difficiles à anticiper, parce que très souvent, l'expression de la pathologie dépend du moment et dépend de l'entourage. Et c'est vraiment une question. Donc, pour moi, il y a deux volets qu'on ne peut peut-être pas instruire ce soir, hein, mais c'est la question de l'équilibre de l'individu et du collectif qui l'accueille, et la question de l'anticipation de l'aménagement, qui est parce que le trouble s'exprime différemment dans le temps et selon l'environnement. Ouais. Alors j'ai posé des questions, je n'ai pas répondu. Hein. Je suis tout à fait d'accord, mais là on parle de santé mentale plus que de risques psychosociaux. Oui, absolument. Et dans les risques psychosociaux, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, ça rejoint le fait qu'aujourd'hui on a besoin d'évaluation en amont. Puisqu'aujourd'hui, la médecine du travail s'occupe de la gestion tertiaire, et donc qui est beaucoup plus chronophage. Et donc on a effectivement ce changement à mettre en place, d'arriver à intégrer au sein des entreprises, comme c'est fait pour le risque chimique ou le risque biologique, électrique, tout ce qu'on veut, d'intégrer le risque psychosocial en amont pour éviter la création des troubles psychosociaux et la gestion de la santé mentale au sein du collectif. Puis au-delà de ça, il y a aussi la question, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, c'est dans quelle mesure ces nouvelles technologies vont générer elles-mêmes des risques psychosociaux au travail, notamment sur la question de l'incertitude, parce qu'il va y avoir de la casse dans le secteur tertiaire, avec des métiers qui vont être remplacés. Au lieu d'avoir 5 personnes pour mener un projet, il y en aura besoin plus que d'une. Tout ça, ça va être des problématiques réelles. Et c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on attend, nous, d'un côté, avec impatience, l'intelligence artificielle par l'efficience qu'elle pourra amener sur nos métiers. Mais on va avoir aussi, je pense, un certain retour de boomerang qui ne sera pas triste. Et ça, c'est certain. Il y a déjà eu des expériences, notamment avec des généralistes, où on a testé le diagnostic des généralistes et le diagnostic de l'intelligence artificielle. Et malheureusement, on a vu que l'intelligence artificielle était meilleure. Voilà, il y a plein de questions, mais allez-y. Il y a deux questions ici. Voilà, juste devant. Madame. Bonjour. Bonsoir. Je suis le docteur Isnar, donc je suis directrice médicale chez ExxonMobil pour l'Europe. Et en fait, je voulais revenir sur la question du management. Effectivement, peut-être on l'a entendu de votre part à vous quatre dans vos interventions, je connais très peu de médecins qui ont commencé les études en se disant « un jour, je serai médecin du travail ». Et beaucoup font des études de médecine parce qu'ils veulent apprendre à guérir des maladies. Donc ils veulent connaître la pathologie et les moyens de la guérir. Et finalement, le monde de l'entreprise est quelque chose qui est complètement étranger à la formation des médecins. Et honnêtement, moi j'ai découvert ce que c'était que l'entreprise. En plus, il se trouve que je suis d'une famille de médecins qui étaient libéraux, donc je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise. Et je l'ai découvert en faisant cette spécialité. Et c'est ça qui est aussi difficile, c'est d'expliquer à ces étudiants que c'est important de connaître le management et le monde de l'entreprise. Et parce que ça fait aussi défaut. Quand on se retrouve médecin du travail, on n'a pas le langage des managers. Et quand vous disiez qu'il y avait 53% des managers qui trouvaient que le chef d'entreprise, voilà, la médecine du travail était plus adaptée aux besoins de l'entreprise. N'était pas adapté. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication, tout simplement, parce qu'on ne parle pas la même langue, parce qu'on n'a pas du tout fait les mêmes études et on n'a pas les mêmes préoccupations. Donc oui. C'est une richesse, mais c'est aussi un frein au déploiement de nos capacités dans l'entreprise. Là, vous parlez de la communication entre le médecin du travail et le chef d'entreprise. C'est ça. Moi, personnellement, je trouve ça très difficile. C'est un point important qu'on n'a pas vraiment abordé d'ailleurs, celui-là. Non, on a parlé de... Alors, on l'a effleuré avec la question des indicateurs qui devient un langage chiffré, très objectif, qui est sans doute plus accessible, enfin voilà, qui parle plus aux chefs d'entreprise. On l'a effleuré à ce niveau-là, mais évidemment, tu l'as aussi évoqué, la compréhension du monde du travail qui permet le dialogue avec le chef d'entreprise. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui sommes au service d'eux et pas l'inverse. C'est pour ça que je pense qu'on a été formé en pathologie professionnelle essentiellement.
dans cette logique de j'identifie les pathologies, bon, je les préviens, je ne les guéris pas, mais tout le volet de la réalité du monde du travail, de désorganisation, etc., on n'a pas été formé à ça de façon aussi importante. Et je pense qu'il faut, oui, il faut pallier ce manque-là. Ici, une petite réaction également. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc n'hésitez pas à réagir et à échanger. Alors, je me présente auprès de tout le monde pour que vous allez comprendre le lien. Mais donc moi, responsable rencontre santé au travail pour Adéco Médical. Et les agences que je représente sont spécialisées dans le recrutement des métiers de la santé au travail, sauf les médecins. Donc vous voyez où je veux venir. Donc il y a une population qui n'a pas été... Il n'y a pas que les médecins, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Il y a une population qu'on n'a pas citée ce soir et qui pour moi a un rôle majeur aussi dans la santé au travail et encore plus dans le futur. Vous confirmerez peut-être, c'est le but aussi de cette réforme qui oblige aujourd'hui les agences que nous sommes ou les entreprises de former les infirmiers en santé au travail. Donc ma question, c'est quel sera le futur et la place de l'infirmier en santé au travail de demain? Elle est majeure. Elle est majeure parce que de toute façon, il faut être clair, le nombre de médecins du travail, il va décrescendo. Bon. Le nombre d'infirmières en santé au travail, lui, il va aller crescendo. Donc de toute façon, au bout d'un moment, l'histoire de ces métiers, ça a toujours été une histoire de délégation. Donc aujourd'hui, la loi, elle prévoit assez clairement que le médecin peut déléguer un certain nombre de choses. Et si je prends par exemple les VIP, donc les visites d'information et de prévention, il y a plein de services interentreprises où aujourd'hui, les infirmières font les VIP et le médecin du travail, il voit les reprises, les visites à la demande, etc. C'est-à-dire qu'il y a une coopération entre les deux qui va s'instaurer progressivement. Après, on est sur des freins parce que chacun, il y a des habitudes un peu générationnelles, il y a des positions, et puis il faut être clair, une entreprise, c'est un lieu de pouvoir, un service de santé au travail, il y a des, sociologiquement, il y a des interactions entre les médecins et les infirmières qui ne sont pas toujours optimales. Voilà. En tout cas, il faut aller vers cette optimisation et qu'on puisse trouver la place des infirmières, parce que de toute manière, elles vont... Forcément, ça va être une place majeure dans la santé au travail, en particulier avec les IPA. Oui, c'est pas tout à fait vrai qu'on n'en avait pas parlé d'abord. Parce qu'on parle de santé au travail, et effectivement aujourd'hui ça inclut les professionnels de santé au travail, médecins et infirmières, et on ne peut pas se départir aujourd'hui de cette mission qui est duale, on va dire, avec chacun son rôle, et avec un rôle qui devient de plus en plus important, pris par les infirmières de santé au travail. La réforme de 2021 va dans ce sens-là aussi, avec une formation adaptée. Et on n'est qu'au début, ça je vous rejoins là-dessus, on n'est qu'au début de cette transformation, et les quelques années à venir vont nous montrer tout l'intérêt de ce qu'on a discuté ce soir, je pense, c'est-à-dire le rôle de manager du médecin du travail, puisqu'il a quand même ce rôle de coordination de la mission, avec des formations qui sont quand même différentes et différenciantes entre le médecin du travail et l'infirmière de santé au travail, avec aujourd'hui la responsabilité qui reste sur le médecin du travail. Ce qui reste effectivement à écrire, c'est avec la réduction du nombre de médecins du travail, quelle sera la responsabilité prise par les infirmières de santé au travail demain. Et en particulier, il va falloir se poser la question juridique de la protection des IPA. Parce que quand on va lâcher les IPA toutes seules dans les entreprises, si elles ne sont pas protégées, ça va être très compliqué. Donc il faudra une évolution juridique sur le sujet. La place des personnels IDE en santé au travail demain, c'est partenaire indispensable, incontournable. Moi, j'ai de la chance d'avoir une super équipe IDE dans mon service. Elles sont 4. On travaille en confiance. On fait de la délégation, même au-delà de ce que les textes permettent. Si demain, elle ne devait plus être là, tout s'arrête. Je crois qu'il y a une question, il y a deux réactions. On va donner à madame le micro, puis on vous redonnera la parole après, monsieur. Bonjour, je me prénomme Nadine Roche, donc je suis la présidente du groupement des infirmières de santé au travail. Donc je vous rejoins totalement quand vous dites qu'aujourd'hui, effectivement, dans l'équipe pluridisciplinaire, l'infirmier en santé au travail a un rôle important. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez justement
par rapport aux recommandations que nous ne pouvons toujours pas faire, les recommandations écrites, pour certains aménagements de postes de travail, des choses très simples. Quand on demande d'aménager, de mettre des chaussures de sécurité ou de fournir une souris ergonomique, pour l'instant, l'infirmier en santé au travail ne peut pas le faire. Et c'est un petit peu dommage parce que les décrets d'application vous permettent aux médecins du travail de déléguer vraiment beaucoup de choses, mais finalement, le salarié, quand il s'agit de faire des recommandations, on sera obligé de reprendre un rendez-vous pour qu'il voie le médecin du travail. Donc c'est un peu une perte de temps à la fois pour les professionnels et pour le salarié. Voilà. Alors je pense qu'il y aura une évolution juridique là-dessus, c'est-à-dire que, bien entendu, au bout d'un moment, les infirmières, elles prescriront les souris ergonomiques, quoi. Ça, je parierais, je mettrai ma tête sur le bio sur cet aspect-là. Mais de toute façon, on est en train de revoir le décret qui définit le rôle propre des infirmières. Bon. Ce qui va être intéressant, c'est le décret qui va déterminer le rôle propre des IPA. Parce que, par exemple, le Conseil d'État, dans son arrêt du 28 avril dernier, fait tout un laïus sur la problématique de la délégation de la visite de mi-carrière. C'est-à-dire que le Code du travail, il dit l'IPA ou le médecin du travail font les visites de mi-carrière. D'ordre, on avait déduit que les infirmières ne pouvaient pas la faire. Le Conseil d'État a dit si, il l'a fait par délégation. Par contre, l'IPA, elle ne l'a fait pas par délégation. Alors, je trouve ça extraordinaire. Le Conseil d'État s'est exprimé sur le rôle propre de l'IPA avant même que le décret sur les IPA soit paru. Donc, je pense que la formation du décret sur les IPA, en particulier leur rôle propre, et le nouveau décret sur le rôle propre des infirmières va probablement changer la donne. Par exemple, aujourd'hui, les infirmières, elles prescrivent un certain nombre de choses, les pansements. Alors, pendant des années, les infirmières ne pouvaient pas faire les pansements. Pendant des années, les infirmières ne pouvaient pas faire les vaccins. Ça a été, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, le vaccin contre la grippe, par exemple, voilà, enfin, c'était pas possible. Maintenant, ça paraît évident que l'infirmière fait des vaccins. Donc, on va vers une évolution qui fait que, bien entendu, dans les délégations, il y aura un certain nombre de choses qui seront données à l'infirmière, y compris en termes de préconisation un peu systématiques. Je crois qu'il y avait monsieur qui voulait reprendre la parole. Voilà. On a le temps pour encore une ou deux réactions. Je vous demande d'être assez rapide parce qu'il y a une madame aussi qui veut parler derrière. Merci. Alors, c'est très intéressant tout ce que vous dites sur le rôle de l'IPA. J'ai été la semaine dernière ou la semaine d'avant au salon infirmier où j'ai pu justement parler avec le collectif des infirmières IPA. Et malheureusement, elles ne sont pas très ouvertes à la spécialité santé au travail parce que justement, elles ne veulent apparemment pas trop diversifier l'offre qu'il y a d'IPA avec une nouvelle spécialité, ce qui est regrettable parce que je pense qu'il y aurait toute sa place pour la spécialité santé au travail. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir creuser pour justement... Il y a du boulot là aussi, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a du boulot là-dessus. Et je voulais revenir sur autre chose. Donc je suis de formation infirmière santé au travail, mais responsable d'un service de santé au travail au sein d'une grosse entreprise. Et donc je collabore avec un médecin issu d'un SST et pour le coup je vois vraiment la difficulté qu'il y a dans la prise en charge des RPS. Donc je rejoins monsieur sur la question parce que voilà, nous on est dans une entreprise qui fait face à d'énormes mutations du travail avec des refonte régulièrement, des plans régulièrement et malheureusement l'apport du médecin du travail dans l'accompagnement du changement, elle est vraiment très restreinte et on sent que en fait elle est démunie face à la souffrance des salariés, pas trop de force de proposition à amener à l'entreprise et ça c'est compliqué parce que en fait on est dans une mutation du travail, on est sur des gens qui sont face à des changements de profession parce que tout va plus vite, on demande plus de rentabilité, les métiers changent et comment justement les médecins du travail vont pouvoir accompagner les entreprises dans ces changements. Voilà. Alors là-dessus, c'est toujours dans les interfaces qu'on a des difficultés, parce que le Code du travail, il dit que le service santé au travail doit se coordonner avec l'infirmière d'entreprise. Bon. Et puis il dit que ça. Et derrière, je crois qu'il y a un vrai travail, alors pour le coup universitaire et de recherche à faire, sur
c'est quoi les protocoles possibles entre un service interentreprise de santé au travail et l'infirmière d'entreprise. Parce qu'évidemment, on peut leur déléguer des choses. Et évidemment, il y a un travail à faire en commun. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas beaucoup. Et donc, ça ne se fait pas beaucoup parce que il y a des cultures différentes, il y a des positions différentes. Et puis surtout, on n'a pas élaboré, d'un point de vue conceptuel, ce que peut être une délégation entre une infirmière d'entreprise et un service interentreprise. Et là, il y a un vrai boulot à faire. Alors, ici ou là, il y a des médecins et des infirmières qui se dépatouillent pour le faire dans leur coin, mais je pense que là, pour le coup, il y a une vraie... s'il y a des universitaires qui ont envie de s'y lancer, c'est un vrai sujet de thèse, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire des protocoles, mais chacun fait ses protocoles dans son coin. Il n'y a pas un travail universitaire de recherche sur les protocoles. Et je pense que tant qu'on n'aura pas un travail universitaire de recherche sur les protocoles et les délégations en santé au travail, on n'y arrivera pas. Alors après, sur ce que vous disiez en premier, la formation d'IPA aujourd'hui, telle qu'elle est prévue, elle a une année commune. La première année est commune. Bon. Ce qui peut être intéressant parce qu'une infirmière qui va s'occuper du diabète ou une infirmière qui va s'occuper de psychiatrie, etc. En santé au travail, théorie, alors je ne sais pas ce que contiendra le décret, mais il est fort probable qu'il y aura cette année commune aussi. Bon. Et au nom de cette année commune, effectivement, on n'a pas envie de diversifier les choses. Donc il va falloir voir comment on fait. C'est-à-dire que, comment on fait pour trouver une offre de santé au travail, de formation, tout en ayant une année commune. Alors on va monter les gens en compétences cliniques, parce que c'est ça l'idée de l'année commune, mais pour faire une année spécialité derrière. Et aujourd'hui, là aussi, il y a un boulot universitaire, alors de sciences de l'éducation, hein, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on met dans cette année commune? Est-ce qu'on fait le même problème qu'en médecine du travail, c'est-à-dire on refait que de la patho professionnelle, ce qui est une erreur? Pourquoi on ne mettrait pas un peu de management dans l'année commune? Parce que finalement, une infirmière qui fait de l'hémodialyse comme IPA, elle a besoin de manager des choses. Voilà. Et donc là, il y a un travail de recherche universitaire à faire sur qu'est-ce qu'on met dans la formation et comment on décrit les protocoles de délégation, y compris pour les délégations sur les IPA en hémodialyse ou en maladie chronique, ou en psy. Voilà, on poursuivra, vous allez pouvoir poursuivre cette discussion dans quelques instants. Il y a un cocktail auquel vous êtes toutes et tous conviés qui se déroule juste au-dessus. Je voudrais juste 3 mots de chacun pour répondre finalement à cette question. Enfin, je sais que c'est encore un truc de journaliste, ça aussi, mais en 3 mots, la médecine du travail de demain, pour vous, Sébastien Leroy. Pluridisciplinarité, je pense que ça reste d'actualité. Ça peut être 2 ou 5, hein, mais bon, voilà. Ce sera 2, pour en laisser quelques-uns à mes collègues. Et digital, clairement digital. Pluridisciplinaire et digital. Oui, moi je dirais l'épidémiologie, ça obligatoirement. Et puis effectivement, les protocoles et le management. Alors, pour ne pas dire épidémiologie, je vais dire indicateur. Et oui, pluridisciplinarité, parce que là, je touche du doigt au quotidien l'intérêt Et dans pluridisciplinarité, pour moi, médecin et infirmier, c'est même... Voilà, et la pluridisciplinarité, pour moi, c'est plutôt les psychologues, les sociologues, les ergonomes, etc. Médecin et infirmier, pour moi, c'est le volet santé. Voilà. Moi, je dirais qu'elle dépend de nous tous. Et on a une belle page à écrire tous ensemble. Et chacun, soyons force de proposition pour construire le métier dont on a envie demain. Voilà. Soyons force de proposition pour construire le métier dont on a envie demain. C'est sur ces mots qu'on peut les applaudir pour les remercier. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.